Première vidéo que je vais faire sur la physique statistique. Jusqu'à maintenant, j'ai essentiellement parlé de la physique quantique, mais aujourd'hui, je vais parler de la physique statistique. On ne va pas faire un cours sur ça. Moi, je vais juste te reprendre les choses qu'on a vues au TP aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu TP sur la physique statistique. On a vu la thermodynamique quantique. C'est la thermodynamique avec des particules quantiques, des particules dont les grandeurs sont quantifiées. Non, les particules où il faut quantifier les grandeurs pour les décrire. Et du coup, aujourd'hui, je vais juste vous parler de ce TP-là. Et voilà. J'ai ici mes notes, parce que en fait, le but ici, c'est pour moi-même revoir un peu, resynthétiser tout ce qu'on a vu, histoire que ça reste et tout. J'avais compris beaucoup de choses dans le cours et je me suis dit c'est dommage de laisser ça se perdre dans les pensées. Et voilà. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour non seulement reprendre tout ce que j'ai vu, revoir tout ce que j'ai vu, mais aussi en faire une vidéo que je peux revoir une autre fois. Et toi aussi, ça peut te dépanner. OK. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en physique, en fait, il faut savoir que la physique statistique, c'est une physique qui, enfin, on étudie, comment dire, on va étudier comme en physique quantique, les particules. Sauf que là maintenant, on n'aura pas que un certain nombre de particules. On aura une grande quantité de particules. On en aura à une échelle de 10 exposant 23, le nombre d'Avogadro, qui est environ 6, c'est dans le même ordre de grandeur que le nombre d'Avogadro. Et on voit que c'est vraiment quand on a ce nombre de particules-là, quand on a autour de ce nombre de particules-là qu'on utilise la physique statistique. Et du coup, on va considérer vraiment beaucoup de particules. On va dire quand tu as un électron, eh bien, plein d'électrons. En fait, c'est logique, parce que tu vois, quand tu es dans un gaz, tu as un volume V d'un gaz, eh ben, tu as presque une infinité de gaz, tu vois. Tu as plein de molécules de gaz, tu vois. Et une molécule est composée de plein d'électrons. Et donc, tu vois que, voilà, déjà qu'il y a peut-être 2 milliards de molécules de gaz dans juste peut-être 1 mètre cube de volume. Alors, imagine si je prends un volume comme ça, bref. Tu as compris, on va étudier le comportement des particules, mais quand ils sont très grands. Parce qu'en fait, en physique quantique, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on les a étudiés quand ils étaient au nombre de 1, de 2, de 3. On voyait un peu l'interaction qu'il y avait entre les trois, comment on les décrivait et tout. On a d'abord commencé quand il n'y avait qu'une particule. On a vu comment on décrivait. On a commencé vraiment par l'atome d'hydrogène qui est composé d'un noyau et d'un électron. Au début, on supposait qu'elle attendez, j'ai oublié un peu comment ça s'est passé au début. En gros, on s'est d'abord basé sur une particule qui est l'électron, puis juste les particules. Non. On a commencé par une particule, et puis comme cas particulier, on a étudié l'électron, et puis après, on s'est mis à étudier l'hydrogène, un système composé d'électrons et de protons. Ça, c'est l'hydrogène. Et on a vu comment ce système se comportait, on a vu comment le décrire et comment calculer des valeurs dessus qui pourraient justifier ce qu'on obtient de manière expérimentale. Et puis, on s'est mis à calculer quand il y avait plus qu'une, voire deux, voire trois particules. On a considéré un système composé de n particules. On a vu comment on le décrivait. Et voilà. Maintenant, on va vraiment pas... On va travailler avec n particules, mais n particules très, 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 très grand. 10 exposant 23, c'est très grand comme particule. Il y a 10 exposant... Quand tu es dans l'ordre des 10 exposant 23 particules, c'est très grand. Et ce qu'on a construit ici pour, par exemple, les 3 particules, ou 5, ou 8, ou 10, eh bien, deviennent compliquées et deviennent moins bonnes quand il y a plein de particules. Parce qu'en fait, il y a plein d'interactions entre eux et tout. Il y a plein de phénomènes qu'on ne peut pas décrire parce qu'il y a plein. Alors que quand il y a un ou deux, on peut, tu vois, isoler, faire des expériences à part et tout, pour vraiment mettre en évidence des choses qu'on voudrait savoir, quoi. Comme les lumières émises, la lumière qui est émise, les spectres ou encore l'énergie que ces derniers ont et comment cette énergie leur est attribuée ou comment ils libèrent et consomment de l'énergie ou comment ils se déplacent et où ils sont au cours du temps. Bref, tu vois, avec un ou deux, c'est facile. Mais maintenant, on va vraiment faire quand il y a beaucoup. Et quand il y a beaucoup, ce qu'on va vouloir faire, c'est synthétiser. Au lieu de vraiment calculer
Au lieu de résoudre l'équation de Schrödinger, on va dire 10 pour 23 fois, parce que pour une particule, on peut résoudre l'équation de Schrödinger une fois, pour une deuxième particule une deuxième fois, et même on peut faire une équation de Schrödinger qui prend en compte qu'il y a deux particules, tu vois. Mais croyez-moi, quand il y a 10 pour 23 particules, c'est compliqué. Et donc, il faut quand même de nouveaux outils, et c'est là qu'on va faire appel à la physique statistique. À ce moment-là, on va faire quoi? On va vouloir synthétiser l'ensemble de l'information ici et en obtenir une grandeur macroscopique, comme la température, la pression, le volume, la capacité calorifique qui est utile pour tout ce qui est la chaleur, quoi. Quoi d'autre? On peut aussi vouloir calculer l'entropie, qui est S, l'enthalpie et encore l'énergie libre de Helmholtz et pourquoi pas de Gibbs. Mais ça, on ne voit pas, c'est vraiment, ça c'est pour la chimie. Mais nous, c'est vraiment ça qu'on peut calculer. Et du coup, grâce à tout ce qu'on a vu en physique quantique, on va pouvoir justifier toutes ces grandeurs-là. Il faut savoir qu'au début, en gros, la physique statistique a toujours existé, avant même la physique quantique. À l'époque, les savants de l'époque, les scientifiques de l'époque, ils avaient défini des lois qu'ils avaient observées de manière expérimentale et ils en ont dit que c'était des postulats, des choses qui étaient vraies, qu'on ne pouvait pas démontrer, mais c'est des choses qu'on pouvait voir. Par exemple, quand on comprime un gaz dans un récipient, eh bien, on voit qu'il y a une augmentation de la température ou bien de la pression. Tu vois, ce sont des choses qu'on observe. Tout ce que tu as vu en termes dynamiques, bah, voilà, c'est vraiment, voilà. Tout ça, c'est vrai parce qu'on l'observe. On peut faire des expériences dessus. Par contre, pour justifier pourquoi c'est comme ça, ben, à l'époque, on ne savait pas. Et du coup, on hypothétisait, on disait qu'il y avait plein de molécules. Voici comment les molécules se comportent, quoi. Et quand on est face à un gaz parfait, bah, on a la loi PV égale à nRT et d'autres lois, d'autres lois, quoi. On parle même de probabilité à cette époque-là. Mais depuis qu'il y a eu la physique quantique, eh bien, on a eu un outil pour vraiment justifier chaque grandeur, comment on les a obtenues. Déjà, la première chose qu'on a établie en physique quantique, c'était l'entropie. On a défini l'entropie comme KB fois, si je ne me trompe pas, et si je n'oublie rien, ln de oméga. Ça, je ne sais pas si c'était... Non, ça c'était avant la physique quantique. Mais en tout cas, oui, je pense que c'était avant la physique quantique. Enfin, je ne sais plus. Je n'ai pas lu le cours. Là, je fais juste un rappel pour que tu puisses toi aussi suivre la vidéo. Mais voilà. Bref, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ici, on va parler de micro-états. Il y a macro-état et il y a micro-état. Un état, c'est quoi? C'est ce que tu as besoin de savoir sur un système pour le connaître et pour le décrire. Par exemple, en physique classique, pour la mécanique, décrire les objets qui bougent et tout ça, eh bien, on a besoin de leur position initiale et de leur vitesse initiale. Et en connaissant les sommes de force, on sait comment ils évoluent au cours du temps. Mais seule la position et la vitesse qu'on a besoin de savoir pour, on va dire, parce que même si tu as les forces, tu as besoin de la position et de la vitesse pour décrire la trajectoire d'une particule donnée ou bien d'un système. Et du coup, voilà, ça c'est un état. Maintenant, ici, un état, c'est les choses que tu as besoin pour décrire ton système, quoi. Ça, je ne les connais pas. En tout cas, micro-état, c'est la même chose, hein, sauf que c'est pour chaque particule. Chaque particule possède plusieurs micro-états. On va dire une particule peut être dans un état donné. En gros, un état, c'est quoi? C'est juste un état, c'est lié aux grandeurs qu'on veut mesurer. Si on parle de l'énergie, eh bien, l'état, on va dire l'état 1, c'est savoir l'énergie 1. L'état fondamental, c'est d'avoir l'énergie 0. L'état 2, c'est avoir l'énergie 2. On peut imaginer que ça, c'est 10 joules, 20 joules, 30 joules, tu vois. Ça, c'est des différents états que ton particule peut avoir. Une particule, on ne sait pas prédire ce qu'elle fait, ni même l'énergie qu'elle a. Mais on peut dire que voici les nombres cas possibles de situations dans lesquelles elle peut être. Tu peux voir comme état comme situation. Voilà. Situation 1, elle a une énergie de 10 joules. Si situation 2, elle a une énergie de 20 joules, etc. Tu vois. État, c'est... Voilà. Mais si c'est... Non, du coup, c'est un peu... Non, c'est pas ça l'état, du coup. C'est juste pour... Enfin, bon. J'avais dit que l'état, c'était l'ensemble des informations qu'on avait besoin pour décrire un système. Ça, c'est l'une des informations de l'énergie, mais bon. On voit que je ne maîtrise pas trop la notion d'état. Je suis navré.
Mais voilà, je suis navré. Je ne peux pas, à ce stade-ci, je ne sais pas distinguer. Enfin, des fois, on parle d'étapes pour dire les différentes grandeurs, valeurs qu'on peut avoir. Des fois, on parle d'étapes pour. En tout cas, une chose est sûre que je sais, c'est que un état est décrit, pour une particule, elle est décrite par ce qu'on appelle la fonction d'onde. Ok. Même si je ne suis pas sûr de ce qu'est un état, je sais que lui, il décrit l'état. Il contient enfin, il décrit ces états-là. Mais voilà, c'est vrai que je ne sais pas je sais pas ce que c'est un état actuellement. Un état, c'est. Enfin, on va peut-être demander à ChatGPT. Peut-être que lui, il sait. Euh, des fois, il faut utiliser des IA pour comprendre des choses. Mais bon. Reconfigure-toi en tant que professeur de physique quantique et statistique. Peux-tu me dire de manière intuitive c'est quoi un état? C'est quoi réellement un état? Là, on va voir ce qu'il nous donne et voilà. Et je vais vous lire et faire part et expliquer ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. C'est un peu comme s'il y avait un cours, mais voilà, bon, même s'il y a des fois, il peut se tromper. Mais bon, je ne pense pas qu'ici, il peut se tromper. C'est très peu probable qu'il se trompe. Tout ça pour faire un rappel théorique, quoi. Alors que le base, je vais juste parler de ce que j'ai vu aujourd'hui. OK. En physique quantique et statistique, un état, c'est simplement tout ce qu'il faut connaître sur un système à un instant donné pour pouvoir prédire son évolution ou ses probabilités futures. OK. Intuition simple. Une photo complète du système. Imagine une balle qui bouge, une planète, un électron, ou même une population statique. Un état, c'est la description complète de la situation actuelle. Par exemple, pour une balle classique, sa position et sa vitesse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça suffit pour prédire où elle sera plus tard. Okay. Donc, en mécanique classique, état, c'est position et vitesse. Okay. État, du coup, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment l'ensemble des informations que tu peux avoir. Par contre, quand les profs de physique se mettent à dire eh ben, ici, il est dans l'état S, dans l'état P, dans l'état je ne sais pas quoi, là, je ne sais plus. Là, j'essaie de. Voilà. État, enfin, je ne sais pas. En tout cas, ici, vraiment, la vraie définition, c'est vraiment qu'un état, c'est juste les informations qu'on a besoin pour connaître le système, pour prédire où sera le système et tout ça. Peut-être que tu vois, en physique classique, en fait, c'est deux choses que tu as besoin de connaître. Mais en physique quantique, il y a plein d'autres choses que tu as besoin de connaître pour prédire l'évolution du système, tu vois. Mais on va les voir. En statistique, un état égale une configuration possible. Ok, déjà là, c'est un peu nuancé. Imagine un dé. Le système peut être dans plusieurs états. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque état correspond à un résultat possible. Ok. Pour un gaz, un état peut être la position de chaque molécule, okay, leur vitesse, leurs énergies. Okay. Mais comme il y a trop de particules, on ne suit plus exactement chaque particule. On travaille alors avec des probabilités. Donc, en statistique, un état est souvent une configuration possible du système. Okay. C'est-à-dire que c'est un cas dans lequel tu as telle énergie, telle position, telle vitesse et telle grandeur. Tu vois. Et on peut aussi avoir un autre cas où tu as telle énergie, telle position, telle vitesse, voire tel spin. Tu vois. En gros, il y a une famille de grandeurs qui caractérise une particule. Et donc, la particule, elle peut être dans plusieurs valeurs de ces grandeurs-là. Et je rappelle, hein, un état, c'est juste un ensemble de données pour décrire la particule, quoi. Après, comment la décrire? Est-ce qu'il s'agit juste de savoir où elle se trouve? En gros, est-ce que c'est un ensemble d'informations qu'on a besoin de savoir pour prédire où elle sera à tel instant donné? Ou bien c'est juste un ensemble d'informations qu'on a besoin pour dire comment est le système, comment il se comporte, je ne sais pas. Continuons. Mais comme il y a trop de particules, ok, ça j'ai déjà lu, en physique quantique, là, ça devient profond. OK, déjà, on est parti de la physique classique à la physique statistique, et maintenant, on passe à la physique quantique. À la physique statistique, à la physique normale. Attendez. Du coup, là, on parlait de notion d'état. En physique classique,
Un état, c'est juste la position initiale et la vitesse initiale. Mais on dit en général position et vitesse. Mais voilà, c'est ça que ça veut dire. En physique statistique, un état, c'est quoi? Ça peut être une position, ça peut être une vitesse, ça peut être une énergie, ça peut être aussi, si je ne me trompe pas, ça peut être, d'après ce qu'elle a dit, position, vitesse, énergie, c'est tout ce qu'elle a dit. Voilà, ça c'est, voilà. Et ça c'est un peu l'ensemble des états qu'on a besoin pour décrire quoi, du coup? Chaque état correspond à un résultat possible. Pour un gaz, un état peut être la position de chaque molécule, la vitesse et leur énergie. Mais comme OK, vous pour un gaz, c'est-à-dire qu'il y a plein de molécules dans le gaz. Et du coup, mais comme il y a trop de particules, on ne suit plus exactement chaque particule. On travaille alors avec des probabilités. En statistique, un état est souvent une configuration possible du système. OK, bon, à la fin on comprendra. En physique quantique, là, ça devient profond. En mécanique classique, un objet possède une position précise, une vitesse précise. Même si toi, tu ne le connais pas, en physique quantique, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus ça. L'état ne décrit plus où est exactement la particule, mais tout ce qu'on peut potentiellement savoir sur elle. OK, voilà. En gros, comme je t'ai dit, en physique classique, l'état, ce sont l'ensemble des informations qui vont t'aider à prédire où sera la particule plus tard. En gros, où est-ce qu'elle se situera dans l'espace à un instant donné. Par contre, en physique quantique, on ne sait pas prédire exactement où est la particule, tu vois, en un instant donné. Donc, on préférera dire que l'état d'une particule quantique sera quoi? L'ensemble des informations dont tu as besoin pour connaître le plus de choses sur la particule. On peut connaître son énergie, sa position, son impulsion, et bien voilà. Toutes ces choses qui vont nous aider à connaître les choses, un maximum de choses sur la particule, eh bien, on appelle ces choses-là l'état. Parce que vu qu'on ne sait pas prédire où la particule, eh bien, on va quand même savoir le plus de choses possible sur elle. Même si on ne sait pas la prédire où elle sera exactement, mais le fait de savoir plein de choses sur lui, on peut déjà prédire les chances d'avoir telle caractéristique ou telle caractéristique ou telle position ou telle énergie. Tu vois, on peut prédire les chances de l'avoir, mais on ne peut pas prédire exactement ce qu'on aura. Ça, il faut, voilà. On peut prédire quelle chance on a pour avoir telle valeur d'énergie, telle valeur de position, telle valeur d'impulsion, de moment cinétique, de spin, voilà, tu vois. On peut prédire les chances de les avoir, mais on ne peut pas prédire exactement. C'est quand même différent. Entre soit, tu as le cas où tu prédis où elle sera, tu vois, à ce moment-là, tu sais qu'elle sera là à ce moment-là, et tu prédis la chance qu'elle sera là à ce moment-là. Tu vois, d'un côté, tu es sûr de l'avoir, et de l'autre côté, tu n'es pas sûr. Tu as une chance de l'avoir, que ce soit de 1%, de 10%, de 20%. Mais en tout cas, voilà, c'est une chance de l'avoir. Du coup, si tu répètes plusieurs fois l'expérience, eh bien, à un moment donné, tu pourras l'avoir avec, après 10 000 expériences, peut-être si c'est 1% de chance. Bref, tu as compris. Et donc, en physique quantique, on va voir ce que c'est un état, du coup. Du coup, je relis. L'état ne décrit plus où est exactement la particule, mais tout ce qu'on peut potentiellement savoir sur elle. En gros, le but là, c'est plus de trouver la trajectoire de l'électron, mais c'est de trouver tout ce qui le concerne. C'est de prédire tout ce qui le concerne. Tout ce qu'on peut potentiellement savoir sur elle. Et cet état contient des probabilités, des superpositions, des amplitudes quantiques. Et donc, OK. En gros, attends, du coup, ça veut dire que en fait, l'état, c'est tout ce qui concerne. En gros, tout ce qu'on voudrait savoir sur l'électron, on appelle ça état, du coup. Je croyais que c'était tout ce qu'on a besoin pour savoir les choses qu'on veut savoir sur lui. Je devrais peut-être lui demander ça. Inutile, intuition clé, l'état quantique est une carte de possibilités. Avant une mesure, l'électron n'est pas forcément ici ou là. Son état ressemble davantage à une structure mathématique qui encode les chances de trouver certains résultats. Par exemple, 70% de chances d'être ici, 20% là, 10% ailleurs. Mais attention, ce n'est pas juste de l'ignorance classique. Ce n'est pas
la particule a une vraie position cachée. La théorie quantique dit plutôt la position précise n'existe pas encore comme valeur définie avant de la mesure. C'est ça le choc conceptuel. Ok. Ok, je vais juste te poser la question et puis on reprend ce que je fais. Ok, du coup, un état, ce n'est pas l'ensemble des choses qu'on a besoin pour décrire un truc en particulier. Comme ici, comme tu l'as dit, ici, c'est pour connaître le plus de choses sur la particule. Non, un état, c'est plutôt les choses qu'on voudrait connaître sur la particule, du coup. Comme son énergie, sa vitesse, son impulsion, sa masse, non, oui, sa masse, sa position, son impulsion, son moment cinétique, son spin. En gros, ça, c'est l'ensemble des états. En gros, chaque particule ont ça en commun. Ils ont un spin, ils ont une masse, ils ont une énergie, ils ont une impulsion, un moment cinétique. Tout ça, toutes les grandeurs possibles et mesurables, chaque particule là. Et l'état d'un particule donné, eh ben, c'est cet ensemble d'informations que toutes les autres particules ont. Et voilà, c'est ça l'état. Et du coup, quand on dit l'état du système, l'état des trucs comme ça, et du coup, on parle de l'ensemble des grandeurs qu'on peut mesurer sur la particule, quoi. C'est ça, du coup, un état. Là, en même temps, en même temps que toi, j'essaie de comprendre un peu l'état, quoi. Là, je me rends compte que, en te parlant de ça, en fait, la notion d'état, je ne l'avais pas compris. Du coup, c'est comme Benef. Tu es très proche, mais il faut faire une distinction importante entre les grandeurs observables et l'état lui-même. Il y a quand même une nuance du coup. Les observables, différents d'états. Okay. Observables, c'est juste les grandeurs qu'on peut mesurer, quoi. Comme ce que j'ai dit et tout. On peut mesurer le spin, on peut mesurer la masse, l'énergie, l'impulsion. On peut mesurer ces choses-là et la position. Mais ce n'est pas la même chose que l'état, quoi. Les choses comme position, impulsion, énergie, spin, masse, ce sont des grandeurs physiques mesurables. En mécanique quantique, on appelle ça des observables. L'état n'est pas la liste des observables. Okay, tu vois, au moins là, on est fixé. L'état, ce n'est pas la liste des observables. Ce n'est pas la liste des choses qu'on peut mesurer. Moi, je croyais que c'était la famille des choses qu'on peut mesurer pour toutes les particules, quoi. Mais ouais, on va voir ce que c'est du coup l'état. L'état, c'est ce qui permet de prédire ces observables. OK. Donc, il y a des choses qui vont nous aider à prédire, en tout cas, les chances d'avoir ces grandeurs-là qu'on peut mesurer, du coup. C'est quoi ces choses-là? J'espère que ce sera intuitif autant pour toi que pour moi. L'état est plutôt la description mathématique complète du système qui permet de calculer les résultats possibles. Du coup, un état, c'est un objet mathématique, du coup, qui va nous aider à calculer ces grandeurs, quoi. En tout cas, calculer les chances d'avoir ces grandeurs-là lors de leur mesure. Okay. Donc, les observables, les questions qu'on peut poser, l'état, ce qui permet d'y répondre probabilistiquement. Okay. En gros, l'état, c'est juste des outils mathématiques qui vont nous aider à prédire ces valeurs-là, quoi. Les chances d'avoir ces valeurs-là, de ces grandeurs. Analogie très intuitive. Imagine un élève, les observables seraient sa taille, son poids, sa note, sa vitesse de course. Ouais. C'est comme un peu une carte d'identité. Voilà. Taille, poids, note, vitesse de course. Mais l'état de l'élève n'est pas la notion de taille, poids, note. L'état, c'est les valeurs concrètes associées à cet élève-là, précises à cet instant. OK. En classe, l'état pourrait être X en abscisse, P en ordonnée. X en abscisse, bref. Ou X est position et P impulsion. Ça suffit pour tout prédire. OK. Bon, je suis confus. En mécanique quantique, subtilité énorme. En mécanique quantique, on ne peut pas toujours donner simultanément position exacte et impulsion exacte. Donc l'état n'est plus la liste des valeurs exactes. À la place, l'état contient les probabilités de résultats possibles.
Ok. Bon, toujours pas compris. La vraie formulation profonde, tu pourrais reformuler ainsi. Les observables sont les propriétés physiques qu'on peut mesurer. Ok. Et l'état est l'objet mathématique qui encode toute l'information accessible sur ces mesures. Ok. Par exemple, ok. Et là, je pense qu'on va s'arrêter là, ou pas, je ne sais pas. Pour un électron, les observables possibles, position, énergie, spin, impulsion, en gros, voici les observables, les choses qu'on peut mesurer. Par contre, l'état de cet électron pourrait être une fonction d'onde, un vecteur quantique, qui permet ensuite de calculer la probabilité d'obtenir telle position, telle énergie, tel spin. Ok, point très important. La masse est un peu différente. Pour une particule élémentaire donnée, tous les électrons ont la même masse. Donc la masse est généralement pas l'état de l'électron. C'est plutôt un paramètre intrinsèque du type de particule. Alors que la position, le spin mesuré, l'énergie peuvent changer selon l'état. Résultat, ce qu'on peut mesurer, ce qui contient tout. Est-ce qu'on peut dire que l'état est la fonction d'onde? Ou bien que la fonction d'onde nous donne l'état? Mais c'est bizarre. Parce que d'après ce que toi tu dis, c'est que l'état, c'est la fonction d'onde. Parce que en fait, quand on a la fonction d'onde, on peut trouver tous les observateurs on peut trouver tous les grandeurs qu'on veut. On peut prédire tous les grandeurs qu'on veut. Pour cela, il faut juste appliquer la bonne observable. Il faut juste appliquer le bon opérateur sur la fonction d'onde pour avoir ce qu'on veut. Si on veut le spin, on lui applique comme opérateur, on lui applique, je pense, le moment cinétique orbital. Et si on veut sa position, on lui applique le vecteur position comme opérateur. Si on veut l'énergie, on applique l'hamiltonien. Du coup, je note hamiltonien pour l'énergie. Si on veut l'énergie, si on veut l'impulsion, on l'applique moins I h bar fois la dérivée par rapport à, du coup, juste mettre le gradient en général. Ça, c'est pour avoir l'impulsion. Si on veut, par exemple, le moment cinétique, on applique le L carré. À ce moment-là, on aura le moment cinétique en valeur discrète, L plus 1. Si on veut, voilà. Du coup, c'est ça. Mais du coup, ça pour dire que, est-ce que l'état, c'est la fonction d'onde? Ou bien, il y a une meilleure explication que ça? Enfin, parce que quand je vois les profs de physique parler des états, je n'ai pas l'impression qu'ils parlent de la fonction d'onde. Ils parlent de les positions possibles qui peuvent être, les situations dans lesquelles ils peuvent être. C'est plutôt ça que j'entends parler. Par exemple, l'état de spin-up. En gros, la particule peut être en spin-up ou en spin-down. Et l'état, c'est le fait d'être en spin. Il peut être dans l'état up, l'état down. Bref. Bon, au final, je me retrouve à étudier et à comprendre au lieu de tourner une vidéo. Bon, tu me dis si ça te plaît ou bien si c'est nul. Tu me le dis, n'hésite pas. Oui, là, tu touches exactement au cœur conceptuel de la mécanique quantique. En réalité, les physiciens utilisent le mot état dans plusieurs sens proches, mais pas identiques. C'est pour ça que ça semble flou. L'état quantique abstrait, le vrai objet fondamental, c'est l'état quantique. On le note souvent ça. En gros comme ça. Bon, c'est la fonction d'onde, hein, mais dans une notation où ça, là, c'est un vecteur appartenant à l'espace d'Hilbert. Enfin, c'est un H. Hein. Là, je suis fatigué. Ok. Ça, c'est l'objet abstrait complète qui contient toute l'information physique. Ok. Du coup, c'est comme un conteneur, l'état. L'état, c'est un système, c'est le conteneur qui contient qui contient, on va dire, des choses qui nous permettent de connaître des grandeurs qu'on veut. La profondeur, la fonction d'onde n'est qu'une représentation de l'état. La fonction d'onde n'est pas l'état lui-même au sens plus profond. C'est la représentation de l'état dans la base des positions.
Autrement dit, l'état du système, c'est abstraite et ce que j'ai écrit ici. La fonction d'onde égale comment cet état s'écrit lorsqu'on regarde la position, les positions possibles. Ok, du coup, la fonction d'onde, c'est pour la position. Mais quand on veut parler de l'état en général, ça c'est pour. En gros, ça c'est quand on regarde la position. Je n'ai pas compris du coup. Et ça, c'est l'état en général. C'est ça quoi. Ça, il n'y a ni position, ni temps, ni rien. C'est juste un truc qui contient les grandeurs qu'on veut. En tout cas, pour l'obtenir, il faut lui forcer la main, il faut lui faire appliquer une opération. Il faut lui appliquer un opérateur. Mathématiquement, ok. Ah, ok. En gros, ok, bon, bref. Ton intuition est correcte, mais il ne m'explique pas vraiment ce que je veux. Je vais peut-être faire pause et reprendre après. Bon, vous savez quoi? C'est pas grave si on ne sait pas ce qu'est un état. On va assumer comme des grands. C'est pas la fin du monde. Même si on ne comprend pas tout aujourd'hui, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que demain, ce soit mieux. Là, je cherche l'éponge, mais je ne sais pas où il est. En plus, c'est moi qui l'avais en main, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, ok, je sais où il est. Je sais où il est. Il est juste là. Du coup, voilà, je vais juste reprendre ce que j'étais venu faire aujourd'hui. Et donc, voilà. Du coup, en physique statistique, ce qu'on va faire, c'est on va vouloir, en physique statistique, ce qu'on va vouloir faire, c'est quoi? C'est de justifier ces grandeurs, les lois qu'on a en thermodynamique. On va vouloir les justifier en utilisant ce qu'on connaissait déjà dans la physique quantique. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu au TP aujourd'hui? On a vu les fermions et les bosons. Okay. C'est quoi un fermion? D'abord, fermions et bosons, on les voit dans deux situations. Il y a les fermions bosons pour les particules élémentaires. Particules élémentaires. Ok. Dans ce cas-ci, un fermion, voici ce qu'est un boson. Un fermion, quand on parle de particules élémentaires comme les quarks, les électrons, les leptons, les bosons. En gros, les bosons, c'est vraiment les bosons que tu connais, quoi. Comme il y a le photon, il y a le W plus moins, il y a le Z aussi, il y a le gluon. Voilà, ça c'est les bosons qu'on connaît actuellement. Il y a aussi le boson de Higgs et le graviton, mais le graviton, je ne sais pas trop où on en est actuellement. Mais ça, les bosons, quand on parle de particules élémentaires, ce sont les particules qui sont responsables des interactions qu'il y a. Il y a 4 interactions fondamentales. Il y a l'interaction forte. C'est une force qui permet que les quarks sont liés entre eux, comme s'il y avait un ressort qui les lie entre eux, quoi. Okay. 3 quarks forment ce qu'on appelle un nucléon. Comme le nucléon, il y a le proton, le neutron. Okay. Et du coup, voilà. Ces protons et ces neutrons sont composés de quarks, de 3 quarks et tout. L'un, c'est up, up, down, et l'autre, c'est down, down, up, il me semble. Et voilà. En tout cas, en fait, tu vois, ces ressorts que j'ai mis ici, en fait, en réalité, ce n'est pas des ressorts. Ces 3 quarks-là, ils s'échangent des gluons entre eux. En gros, les gluons, ils vont comme ça, ils vont comme ça, ils vont comme ça. Tu vois, ils s'échangent des gluons entre eux, quoi. Comme si ils s'échangeaient des bases entre eux. Et c'est ces échanges-là qui font que ils sont maintenus ensemble. Et la force ici est vraiment forte. C'est pour ça qu'on l'appelle l'interaction forte. En gros, l'échange des gluons crée une force d'attraction qui unit ces 3 quarks entre eux pour former ce qu'on appelle un nucléon, qu'on peut aussi appeler hadron, parce qu'en fait, il faut savoir que nucléon, c'est parce que ce sont des particules qui sont dans le noyau. Mais quand tu n'es pas dans le noyau, il me semble qu'on appelle ça hadron. En général, on appelle les hadrons
En gros, c'est ces particules qui sont faites de 3 quarks. On les appelle les hadrons. On appelle aussi mésons et baryons. Mésons, il me semble que les mésons sont pour les électrons et les... Non, non, pardon. C'est pour les particules et les antiparticules. En gros, par exemple, électrons, positrons. Ça, c'est... Quand ils sont ensemble, on appelle ça un méson. Ou encore... Attends, j'ai dit électrons et positrons. Hein. Ou encore le neutrino et l'antineutrino. Quand ils sont ensemble, ils forment ce qu'on appelle un méson. Et il y a le baryon, qui est quoi? Qui est seulement... J'ai oublié ce qu'est le baryon. À ton moment, ça c'est le baryon. Et, bref, je sais pas. En tout cas, voilà. Il y a hadron, baryon et méson. Ce sont des particules qui sont composées de particules qu'on appelle quarks. Et du coup, non, pas quark. Ouais, bref, quark. Bref. Bon, c'est pas ça. J'ai juste profité de ces interactions fortes pour rappeler c'est quoi un méson, un hadron, tout ça, mais c'est pas important. C'est pas ça que je vais mentionner. En tout cas, voilà. Le nucléon, c'est une particule qui est composée de 3 quarks. Et ces quarks-là sont maintenus ensemble. Ils sont maintenus ensemble grâce à ce qu'on appelle l'échange de gluons. En fait, ils s'échangent vraiment des particules qu'on appelle gluons, et c'est ça qui fait qu'ils sont ensemble. Et voilà, ça c'est pour le gluon. Pour le photon, la lumière, ou bien l'onde électromagnétique, eh bien, on va dire que tu as un électron et tu as un proton. Eh bien, l'électron et le proton s'échangent des photons entre eux. Ils s'échangent des photons entre eux. Et cet échange de protons font qu'ils s'attirent ou ils se reposent. Bien sûr, il y a une fréquence d'échange, bien sûr. Et la fréquence d'échange, c'est la fréquence d'interaction, quoi. Et en tout cas, voilà. C'est cet échange de photons qui font qu'il y a une force électromagnétique entre deux particules. Et voilà. Et on peut faire la même chose pour ça, même si je ne sais pas comment je pourrais m'y prendre. On peut encore voir, en gros, ça, c'est des particules qui permettent l'interaction faible. En gros, c'est eux qui permettent le fait qu'il y ait des phénomènes radioactifs. Ils vont faire en sorte que un neutron peut se casser en proton et en positron. Un neutron peut se casser en proton et en positron, ou bien en électron et en... Attendez, je réécris ça ici. En gros, un neutron, il peut devenir un électron, ok, plus un antineutrineux, plus, il me semble, un proton. À ce moment-là, il y a plus ou moins les charges s'annulent, c'est neutre. Et le nombre leptonique, il me semble que ici, c'est... Oh, je ne sais plus. Et le neutron, il peut aussi se désintégrer en positron, plus le neutrineux, plus, il me semble qu'il y avait un truc qui est négatif, mais je ne sais plus quoi. À tout le monde, c'est pas correct. Hein. En tout cas, voilà. Tu vois les phénomènes qui font qu'un neutron se désintègre en plusieurs particules et tout, et bien c'est grâce à ces trucs-là que ça se passe. On peut se dire que, en fait, le neutron, peut-être, vu que le neutron est fait de quarks, sûrement que le quark s'échange aussi ça. Ils font que lui, il saute, et bref, tu vois, je sais pas. Donc voilà. Donc, eux, ils sont en tout cas responsables des phénomènes radioactifs. Bref, c'est pas ça que je veux en venir. Ça, c'est ce qu'on appelle les bosons. En fait, c'est les particules élémentaires qui sont responsables des différentes interactions qu'on a sur la Terre. Ok, et il y a juste le graviton qu'on n'a pas réussi à trouver, mais on dit que lui, il est responsable de la gravité. Okay. Maintenant, c'est quoi les fermions? Comme fermions, il y a les quarks, il y a les leptons, et toutes les particules élémentaires qui composent la matière. Ça, c'est... En gros, dis-toi que, à part cela, toutes les autres particules qui existent sont ce qu'on appelle des fermions. Ça va? Ça, c'est pour les particules élémentaires. OK. Maintenant, on va voir leurs propriétés à chacun. On ne s'arrête pas à les citer, on va aussi citer leurs propriétés. Du coup, je disais quoi? Oui, il y avait photon, boson de Higgs, W
plus moins, puis il y avait le Z, et pour finir, il y a le gluon. OK. Comme propriété qu'ils ont, c'est quoi? On va parler du spin. Même si tu ne sais pas ce que c'est, et même si moi-même, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un truc que bah, les particules ont, tout comme leur masse et leur charge. Et du coup, bah, le spin des fermions sont de 1,5. On leur attribue un spin de 1,5, c'est un nom qu'on donne. Hein. Le 1,5, là, c'est lié à un contexte, mais on voit ça comme un nom. On dit que le spin s'appelle 1,5, le spin s'appelle 1, le spin s'appelle 2. En tout cas, on peut avoir 1,5 ou 3,5, je pense. Mais en tout cas, bref, oui, on dit que leur spin est de 1,5 entier. Je pense que ça veut peut-être dire qu'on peut avoir un spin de 3,5, tu vois, 5,5, des trucs comme ça. Ou bien peut-être que 1,5, ça je ne sais pas. Par contre, une chose que je sais, c'est que le spin des bosons, ils sont entiers. Entiers. Ça veut dire que bah, le photon, par exemple, son spin, c'est 0. Il y a le 1, c'est pour, je ne sais plus qui encore, qui a comme spin 1. Il me semble que c'est le gluon. Comme spin 2, il me semble que c'est le graviton. Je ne sais plus. En tout cas, voilà. Le spin des bosons sont entiers. OK. Maintenant, assez parlé du spin. Voilà. En gros, grâce au spin, on peut savoir si c'est un fermion ou un boson. Et comment on connaît le spin? C'est en faisant une expérience. Si dans l'expérience, on voit que la particule se comporte comme une particule de spin 1,5, eh bien on sait que c'est un fermion. Et sinon, on sait que c'est un boson. Ou bien ni l'un ni l'autre, peut-être. Je ne sais pas. Puis il y a quoi d'autre comme à savoir sur les fermions? Il y a aussi que le fait que, en tout cas pour les particules entières, bien sûr. Je vais voir mes notes. Oui, le nombre de fermions est conservé. Quand tu as une réaction, un système, eh bien, initialement et finalement, tu as toujours le même nombre de fermions. Le nombre de fermions est conservé. Les fermions, on va les appeler grand F. Okay. À ne pas confondre avec l'énergie libre, qui est une grandeur thermodynamique. Et juste pour ne pas écrire fermion, tu sais quoi, on va écrire fermion. En gros, le nombre de fermions est conservé. On a autant de fermions, entre autres, par exemple, dans une équation, ici, à gauche, s'il y a un fermion, eh bien, il doit y avoir un fermion à droite. C'est voilà, ça que ça veut dire. Et par contre, le nombre de bosons n'est pas conservé. Nombre de bosons, pas conservé. Conservé. OK. Ici, en fait, tu vois, quand les particules s'échangent les bosons pour créer l'interaction forte, eh bien, des fois, ils disparaissent et des fois, ils apparaissent. Par exemple, un photon très énergétique, énergétique peut libérer un électron et, il me semble, je ne sais plus, oui, et un positron. Quand tu as un photon qui est très énergétique, eh bien, il peut libérer un électron et un proton, et un positron. Et bah, tu vois qu'avant, il y avait l'électron, mais après, il n'y a plus l'électron. Non, pardon. Avant, il y avait le photon, et bien après, il n'y a plus le photon. Du coup, bah, les bosons ne sont pas conservés. Et on voit qu'ici, qu'il y a le E- et E+. Et donc, on voit que bah, leur charge s'annule, leur nombre leptonique s'annule, et c'est tout. En gros, si on voulait parler de nombre de fermions, eh bien, je sais pas. Je sais pas. Je sais juste que, bah, voilà, avec ça, là, tu peux voir que le photon, il disparaît. Donc, le nombre de bosons n'est pas conservé lors d'une réaction ou bien d'une interaction entre particules. Et du coup, voilà, de même que pour les autres bosons, bien sûr. Puis, il y a quoi? Il y a... Attendez. Il y a aussi... Ah oui, leur fonction d'onde. Il faut savoir que chaque particule possède une fonction d'onde qui décrit, on va dire, les différentes, qui nous donne un moyen de trouver les chances d'avoir les différentes grandeurs qu'on peut mesurer sur eux, comme leur énergie, leur charge. Non, pas la charge. En gros, les grandeurs qui peuvent évoluer, changer, qu'on peut mesurer sur eux, eh bien,
elle est donnée par la fonction d'onde. En gros, elle est contenue. En gros, dis-toi que la fonction d'onde, grâce à elle, tu peux connaître la chance d'avoir les valeurs des grandeurs que les valeurs des grandeurs que tu peux avoir lors d'un mesure. Et du coup, voilà. Et du coup, en tout cas, la fonction d'onde des fermions, on dit qu'elle est antisymétrique. En gros, ça veut dire que, genre, si tu as deux particules et que tu switches de place, eh bien, la fonction d'onde prend un signe négatif. Par contre, la valeur absolue, bref, non. Juste retiens que quand tu échanges deux particules de place, eh bien, leur fonction d'onde change de signe. Leur fonction d'onde change de signe. Et par contre, pour le boson, non, c'est pas ça. La fonction d'onde des bosons est symétrique. Ça veut dire que si tu changes leur position, comme ça, et si tu changes de position, en tout cas, quand tu prends quand tu prends deux bosons identiques, quand tu changes leur position, eh bien, leur fonction d'onde change de signe. Et ici, quand tu prends deux fermions identiques, eh bien, en changeant leur position, leur fonction d'onde change. Et donc, voilà. Et voilà. Par exemple, si tu prends deux électrons, ok, et que tu les switches, eh bien, la fonction d'onde de ces 7 électrons-là, en tout cas, ici, lui, en étant ici, maintenant, il va changer de signe. Bon, je ne sais pas si tu as vu ou bien. Bon, en tout cas, par ce temps, je restitue un peu les propriétés qu'on a vues. Il n'y a pas trop de compréhension cachée derrière. J'essaye au mieux de donner un peu de sens à tout ça, mais ce n'est pas facile non plus. Je viens de voir tout ça aujourd'hui. Là, juste, je récite et je me rappelle un peu des choses qu'on a vues. Du coup, voilà. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Maintenant, on va parler des particules qu'on appelle composites. En gros, c'est des particules qui sont composées de plusieurs particules élémentaires, comme le proton, le neutron, appelés en général nucléons. Eh bien, on appelle ces particules-là des particules composites. Il y a aussi les molécules, les atomes, tu vois. Voilà. Et du coup, voilà. Là, je vais juste effacer l'horreur que j'ai mis en dessous. L'horreur parce qu'en fait, malheureusement, je n'ai pas compris ce que j'ai voulu expliquer. Du coup, j'ai fait ça l'horreur parce que ça ne m'a pas plu. Mais ce n'est pas grave. Et je vais juste continuer à écrire ici. OK. Donc, maintenant, on va parler des particules composites. OK. C'est quoi un fermion? Quand on a un atome, une molécule, un ion, par exemple, fermion. Et c'est quoi un boson? Bien évidemment, ce ne sera plus la même chose. Hein. Un fermion, quand tu as une particule qui est composée de plusieurs particules élémentaires, eh bien, c'est une particule dont qui a un nombre pair de fermions. On va dire que si tu as une particule qui est composée que de fermions, eh bien, en fait, les deux là, les composites, en fait, regarde. En gros, tu vois, quand on parlait des particules élémentaires, ici, on avait fermions et bosons. Boson, c'est vraiment un nom donné aux particules qui sont responsables des interactions élémentaires. Bon, on est d'accord qu'eux ne peuvent pas former de molécules ou d'atomes, tu vois. Du coup, ça n'a pas de sens de parler de ça ici. Eux, on parle de fermions parce qu'en fait, c'est toutes les particules de matière. Là où, en fait, vu qu'ils composent la matière, eh bien, il y a deux situations. Il y a des fois où ça forme des fermions, on va dire. Non, tu sais quoi, on va expliquer ça à ma manière. En gros, pour les deux cas ici, quand on est face à des particules composites, des particules composées de plusieurs particules élémentaires, de plusieurs fermions, tu vois. Là maintenant, on va parler des particules composées de plusieurs
fermions. Okay. Donc, comme je dit, hein, ça n'a pas de sens de dire qu'il y a une particule qui est composée de plusieurs bosons. Ça n'existe pas pour l'instant. Et voilà, en tout cas, dans le nom qu'on donne aux fermions et aux bosons, pour les particules composites, on parle des particules qui sont composées de plusieurs fermions. Dans le cas où il y a une particule qui est composée d'un nombre impair de fermions, eh bien, on l'appelle fermion. En gros, un ensemble de fermions et dans lequel il y a un nombre impair de fermions, on l'appelle fermion. Et quand le nombre de fermions qui compose une particule, quand le nombre de fermions qui compose une particule composite est pair, à ce moment-là, on appelle cette particule boson. Ok, du coup, voilà. Par exemple, on va illustrer ça maintenant. Je donne le premier exemple et toi, tu me donnes le deuxième exemple en commentaire. Pour vraiment, en fait, mieux vaut s'entraîner, comme ça tu comprends et tu retiens, que plutôt de juste voir quelqu'un qui t'explique, enfin, qui te donne comme ça. Là, je vais juste te donner 4-5 particules. Et toi, le but, c'est que tu puisses me dire si c'est un fermion ou un boson. Le premier, je le donne. Le neutron. Le neutron, c'est quoi? Le neutron, c'est… d'abord, moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Moi, je dois faire quoi pour le savoir? C'est quoi le neutron? C'est une particule qui est composée de 3 quarks. Ça, je le sais. Et ça savoir. OK? Et les quarks, c'est quoi? Chaque quark est un fermion. OK? Et vu qu'il y a 3 quarks, donc un nombre pair de quarks, donc on est… Le neutron, c'est un fermion. Parce qu'il a un nombre impair de fermions. Et ici, les quarks sont des fermions, chacune. Et vu qu'il y a 3 fermions, donc lui, c'est un fermion. Parce qu'il contient un nombre impair de fermions. OK? Attention, là, on parle de fermions pour les particules composites. Ouais. Du coup, voilà. Neutron, c'est F, pour dire fermion. Maintenant, le 2, on va voir. Bien sûr, on aurait pu dire que le spin de ça, c'est 1,5, 1,5, 1,5. 3 fois 1,5, c'est 3,5. Un nombre impair de spin, donc c'est fermion. Tu mets ça. Le mieux, c'est parler de nombre pair de fermions et de nombre impair de fermions. OK. Deuxième, le photon. Bon, là, je te laisse l'écrire en commentaire. Et puis, de continuer la vidéo. Le photon, c'est facile. Comme je l'ai dit ici, le photon est une particule élémentaire. Okay? Et on a vu que c'est un boson parce que c'est lui qui est responsable des interactions électromagnétiques. Et donc, c'est un boson de nature. Okay? Donc, c'est un boson. Pour le coup, pas besoin de calculer le nombre de fermions qu'il compose parce qu'il n'y a que lui comme particule et c'est un boson de nature. OK, troisième chose. Troisième élément, l'atome d'hydrogène. Le H2, bien sûr. Non, l'atome, pas la molécule. L'atome d'hydrogène, c'est quoi? D'abord, l'atome d'hydrogène non excité. L'atome d'hydrogène non excité, c'est l'atome d'hydrogène qui est à l'énergie la plus basse possible. Et du coup, lui, c'est quoi? L'hydrogène, c'est quoi? C'est un proton, OK, et un électron. Ça, c'est l'hydrogène. OK? Et donc, le proton, c'est quoi? Il est composé de 3 quarks, on est d'accord? Donc, 3 quarks, ça forme, c'est quoi? C'est un fermion. Comme pour le neutron. Et l'électron, c'est quoi? C'est un fermion. OK? Et donc, il a 2 fermions, un nombre pair de fermions, et donc c'est un boson. On a pu voir ça autrement. On a pu se dire qu'il
il y a 1, 2, 3, 4 fermions. Je rappelle, hein, les fermions sont les particules qui composent la matière. Et donc, il y en a 4 ici. Et donc, c'est un nombre pair de fermions. Et donc, c'est un boson. Parce que les bosons, ce sont des particules composites aussi qui ont un nombre pair de fermions. OK. Quatrième. Maintenant, l'hydrogène qui n'est pas excité. Non, l'hydrogène qui est excité. C'est quoi? En fait, ça reste la même chose. En fait, le fait que c'est un boson, un fermion, n'est pas lié à l'énergie que la particule a. Elle est liée à ce qui compose la particule. Soit elle est de nature fermion ou boson, soit elle est composée de plusieurs fermions, parce que c'est une particule de matière. Et donc, à ce moment-là, bah, c'est seul le nombre de fermions qui la composent détermine si c'est un boson ou un fermion. Et ici, bah, ça reste l'hydrogène, le même ici, donc c'est un boson. Que ce soit excité ou pas, qu'on lui ait donné de l'énergie ou pas, ça reste la même particule. C'est un boson. OK. Cinquième. Là, on va voir quoi? On va voir l'atome d'hydrogène, le dihydrogène. Non, le molécule pardon. Le molécule d'hydrogène. Le dihydrogène. Par ailleurs, non, je vais dire ça après. Lui, c'est quoi? Bah, on a vu que l'hydrogène a un nombre pair de fermions. C'est pour ça qu'on l'appelle boson. Là, tu as deux hydrogènes. Donc, 2 fois 2 nombres pairs de fermions. Et donc, c'est aussi un boson. Si tu veux, bah, tu peux le voir comme 2 hydrogènes. Boson, c'est-à-dire que c'est nombre pair de fermions. Nombre pair de fermions. Bah, nombre pair plus nombre pair, bah, ça fait nombre pair. Genre 2 plus 4, ça fait un nombre pair. Voilà. Et donc, c'est un boson. Sixième situation. Là, c'est en gros le deuton. Le deuton, c'est juste 2 noyaux. C'est deux noyaux ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle le deuton. C'est l'hydrogène sans électrons. Okay. C'est le dihydrogène sans électrons. Le dihydrogène, c'est 2 protons et bah, du coup 2 électrons. Ça, c'est le dihydrogène. Enfin, 2 électrons qui sont mis ensemble pour former cette molécule-là. Et ça c'est la liaison covalente. Là, le deuton, c'est pas ça, c'est juste 2 neutrons qui ont fusionné, tu vois. 2 neutrons qui se sont mis ensemble. C'est pas 2 électrons, enfin voilà. Et du coup, là, le deuton, c'est le H, et on le met un 2 ici. Parce qu'il a 2 nucléons, du coup 2 protons. Et donc, bah, dans ce cas, il y a 2 protons. Un proton, c'est quoi? Un proton est composé de 3 quarks, donc 3 fermions. Et du coup, 2 protons, 3 quarks aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarks. Et donc, un quark, c'est un fermion. 6 quarks, c'est 6 fermions. Un nombre pair de fermions. Et donc, le deuton est un boson. Maintenant, on va voir le deutéronium. Non, ça ne dit pas. Le deutérium. T'as compris en fait, c'est un mot, il y a un à la fin. Le deuténorium. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Lui, par contre, c'est quoi? C'est 2 noyaux. Non, c'est 2 protons. Sauf que, je ne sais plus quoi la différence. Oui, il y a un électron. OK, dedans. Et donc, bah, là, c'est un proton. 3 quarks. Un proton. 3 quarks. Et là, c'est un électron. Fermion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fermions. Donc, c'est un fermion. Parce qu'il est composé d'un nombre impair de fermions. Voilà. Là, on a fait le tour. Maintenant, on va passer... Ah non, il reste le dernier, qui est le carbone 14.
Alors, le carbone 14, c'est quoi? C'est un carbone qui a gagné 2 protons. Non, 2 neutrons. Genre, il a 6. Attendez. Voilà. Le carbone 14, c'est un carbone. De base, le carbone, il a 12 nucléons. Du coup, 6 protons et 6 neutrons. Mais là, il y a 2 neutrons, deux neutrons se sont ajoutés, qui fait 6 protons et 8 neutrons. OK? Le nombre de protons, il ne change pas. Par contre, il y a 2 neutrons qui sont ajoutés. Et donc, ça fait le carbone 14. OK. Vu qu'il y a 6 protons, on sait qu'il y a 6 électrons. OK? Un proton est composé de 3 quarks. OK? Donc, 6 protons est composé de 12 quarks. OK? 6 électrons, c'est juste 6 électrons, quoi. Et donc, ici, on a quoi? On a... Attendez. Attendez. Du coup, 12 quarks veut dire 12 fermions. 6 électrons veulent dire 6 fermions. Et 8 neutrons, un neutron, c'est quoi? C'est 3 quarks. Et du coup, 8 fois, c'est comme bizarre. Nous, on a eu 20 quarks. OK. OK. En effet, on a 12 quarks. Et ici, c'est 3 quarks chacun. Donc, ça fait 8 fois 3. Attendez. Un neutron est composé de... Attends. 1, 2, 3 quarks. OK, ça fait fois 6. Attends. C'est bizarre. 6 fois 3, ça fait 18. Je ne sais pas comment on a eu 20 quarks. C'est bizarre. C'est pas grave. Sûrement, j'ai mal écrit. Il a dit autre chose et j'ai écrit ça. Bon, c'est pas grave. Tu as compris un peu le principe. Quand tu as une particule, compte le nombre de fermions qui compose. Et pour cela, compte le nombre de quarks et de leptons qui composent. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, qui est plus intéressant. OK. Là, on va parler de physique statistique. Là ça rappelle en gros, on a fait 2 gros exercices. Un gros exercice sur la physique statistique, mais pour les fermions, et un gros exercice pour la physique statistique, mais pour les bosons. Voilà. Là, c'est vraiment, on voit un peu beaucoup de choses sur En gros, on essaie de décrire un système composé de plein de bosons et aussi un système composé de plein de fermions. Et donc, on veut, voilà. Et pour décrire un peu ce grand nombre de fermions de bosons, on fait appel aux statistiques. Bon, rassure-toi, c'est pas là. On ne va pas faire des tableaux et calculer ce qu'on appelle les variances, les moyennes, tout ça. Non. Statistique, ça veut dire qu'on va, on va approximer des grandes données en des variables. À l'université, tu vois que statistique, ce n'est pas que juste chi carré ou encore la variance ou encore la moyenne ou des trucs comme ça. Ça va au-delà. C'est vraiment, tu approximes un grand nombre de populations. En gros, tu en déduis des grandeurs, quoi. Genre la moyenne, on sait le faire. Hein. La moyenne, c'est tu sommes tout ce que tu peux sommer et tu divises par le nombre total. Et ben là, des fois, la population sur laquelle tu fais la moyenne, elle est gigantesque. Faire la moyenne de 10 exposant 23 revient à prélever 10 exposant 23 informations et faire la moyenne. Et c'est très compliqué de faire ça. Déjà, pour des populations normales, c'est difficile. Mais alors, les particules, là, bonne chance pour aller chercher les grandeurs pour chaque particule. Déjà qu'on ne peut même pas, on a du mal à les voir. Mais alors là, trouver des grandeurs sur eux, c'est difficile. C'est pourquoi on veut faire des grandes approximations pour déduire la moyenne de ces particules-là. Bon, ici, on ne va pas calculer les moyennes, on va plutôt calculer les énergies
que peut-être la moyenne. Enfin, on va peut-être faire des moyennes d'énergie. OK. Quand tu as, par exemple, un ensemble de particules, OK, eh bien, ces particules-là ont des énergies. OK. Si, par exemple, on prélève leur énergie, imaginons que c'est possible, hein, eh ben, on aura des énergies, on a plein d'énergie. On a des énergies, par exemple, 20, 20,0001, 20,0001, c'est des joules, hein, des joules. Tu vois, des énergies comme ça, tu vois. Et comme ça, on en a 10 exposants 23, ok. Bon, des fois c'est 20, des fois c'est 10, on a plein d'énergies, mais plein d'énergies qui sont proches, tu vois. C'est ça que je veux dire. Il y a un ensemble de particules qui ont des énergies très proches. Et plutôt que de considérer que, bah voilà, on a ça comme énergie, on a 10 exposant 23 énergie, on va plutôt les regrouper en paquets, on va dire que ça, c'est abusé. Hein. Ça, c'est toutes les énergies qui sont disponibles. De la réalité, il n'y en a pas d'identiques. Ils sont tous différents, mais de un nombre, on va dire, très très petit. Par exemple, ici, 20 et 20,0001, tu vois qu'ils se différencient d'un nombre très petit, tu vois. Et bien, c'est ça, quoi. Et au lieu de considérer ça comme énergie distincte, on va faire des paquets. On va dire que ça, là, c'est par exemple, attendez, ça, c'est énergie 0, ok, 20 joules, par exemple. Au lieu de dire 20,001, 20,001 et 20, on va dire 20 joules. C'est comme une moyenne, c'est une moyenne qu'on fait faire. L'énergie 0, l'énergie ici 0, c'est la moyenne de cet ensemble d'énergie ici. Et voilà. Et par contre, c'est quand même triché, on va dire, un peu. Il faut quand même compenser ça par ce qu'on appelle la dégénérescence. Bon, j'abuse un peu. En gros, la dégénérescence va nous dire combien de particules différentes ont cette énergie-là. Tu peux avoir plein d'électrons, ok. On va dire que tu as une boîte dans laquelle il y a plein d'électrons. Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais on va dire que, imaginons qu'il y a une boîte où il y a plein d'électrons. Eh bien, ces électrons-là, ils n'ont pas tous la même énergie. Ils ont ils peuvent avoir des énergies comme ça, même loin, petit, loin, grand, enfin bref. Et du coup, bah, on va dire que pour la même particule, eh bien, il y a plusieurs particules qui ont cette même énergie, mais ils ne sont pas les mêmes. Tu vois, on voit que même s'ils sont de la même nature, mais ce ne sont pas les mêmes. Et du coup, bah, voilà. Et donc, ça, c'est pour dire le nombre de particules différents qui ont cette énergie-là. On appelle ça, en fait, le nombre d'états. Voilà. Juste que le mot état, je ne connais pas, je ne suis pas trop sûr de ce que c'est, mais c'est le nombre d'états qui ont cette énergie-là. Un état, c'est quoi? Par exemple, tu prends un électron dans une orbite, ok? Parlons de l'orbite S. Orbite dans laquelle il n'y a que deux électrons possibles. Bah, quand tu as deux électrons dans la couche ici, eh bien, ils ne sont pas dans le même état. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un qui est obligé d'être un spin up et un qui est obligé d'être un spin down. Tu ne peux pas avoir deux électrons avec un spin up ou bien un spin down. Spin, et c'est juste une grandeur qui différencie l'électron, quoi. Genre, l'électron, il peut être en spin up ou en spin down. C'est comme te dire, tu peux être joyeux et triste, tu vois. Bon, ça, c'est pas un bon exemple. Mais en gros, c'est deux choses que tu peux... Attends. Par exemple, tu peux être chanceux ou malchanceux, tu vois. Enfin, oui. Donc, des fois, tu es chanceux, des fois, tu es malchanceux. Ou bien, tu peux gagner ou perdre. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Des fois, tu as plus de chances de gagner que de perdre, tu vois, et inversement. Eh bien, bah voilà. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle des états. Et tu es dans l'état où tu gagnes, ou bien tu es dans l'état où tu perds. Mais avant de faire le jeu, tu ne sais pas si tu as perdu ou pas. Mais tu peux savoir si tu as plus de chances de gagner le jeu ou de perdre le jeu. Et dans ce cas, bah, une fois que tu fais le jeu, on sait si tu as perdu ou gagné. Mais avant de faire le jeu, on peut estimer la chance que tu as pour gagner ou de perdre. Voilà. Bah, gagner et perdre sont les deux états du système du joueur du jeu vidéo. Et bah, si c'est la même chose pour l'électron. Ils ont un peu ce même délire-là. L'électron, il peut être dans un état up ou down. Ça veut dire quoi être dans un état up ou down?
Actuellement, je ne sais pas. Et même les physiciens, je suis même sûr qu'ils ne savent même pas. En tout cas, c'est un truc qu'on leur attribue pour expliquer le fait que quand on envoie des faisceaux d'électrons dans un champ magnétique variable, ok? Oh, mince. Double mince. Eh bien, on voit que ces électrons se dévient en deux schémas. L'un va ici, on va appeler ça l'état up, et l'autre va ici, down. En fait, c'est la fameuse expérience de Stern et Gerlach. Ils ont fait une expérience dans laquelle ils envoient plein de faisceaux d'électrons. En fait, ils voulaient voir une déviation, tout comme si c'était des aimants qu'on envoyait, qui étaient déviés comme ça. Mais de base, on devait avoir des quantités comme ça, des tâches comme ça, tu vois. Là, on a juste deux spots. Un point ici et un point ici. Ça veut dire que l'électron arrive ici, soit il va là, précisément, soit il va là. Tu vois, voilà. Et du coup, voilà. Avant même de faire l'expérience, on ne sait pas quel électron va aller là ou là, mais on sait que, on voit qu'à la fin, ils vont là, et voilà. Et du coup, c'est là qu'est venue la notion de spin. On voit que c'est un truc que l'électron a de base dans l'ADN. Tout comme sa masse et sa charge, on voit qu'ici, il y a quelque chose qu'on a appelé plus tard spin. Quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui fait qu'on le retrouve ici ou ici. C'est quelque chose. Et ce spin-là apparaît que quand on est dans cette expérience-là. C'est que quand on le met dans un champ magnétique très grand et variable. Parce que là il n'est pas homogène. Il y a plus de champs magnétiques ici qu'ici. Et donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a une déviation. Les électrons se divisent en deux. Il y a des gens qui vont là et des gens qui vont là. Chacune a une chance d'aller là ou là, tu vois. Enfin, voilà un peu. Du coup, voilà. Et pourquoi on l'appelle spin? Parce que spin, c'est pour rotation. Et généralement, quand tu es dévié, tu subis une rotation. En fait, quand un aimant est dévié à cause du champ électrique, il subit une rotation, il tourne, tu vois. Et donc, on a dit que on va appeler ce truc que les électrons ou bien les particules ont, on va l'appeler spin parce qu'en fait, quand on fait une expérience de laquelle quand on fait une expérience dans laquelle on les envoie dans un champ électrique variable dans l'espace, eh bien, on voit qu'ils ont le même comportement que les éléments qui tournaient et étaient déviés. Sauf que là, ils sont déviés, mais ils ont deux positions possibles. Les aimants, si on envoyait plusieurs aimants, mini-aimants comme ça, eh bien, il y aura plein de positions dans lesquelles ils peuvent atterrir, tu vois. Selon si ils sont comme ça, comme ça, comme ça, sauf s'ils sont orientés suivant le champ magnétique qui est vers le haut, tu vois. Si tu es comme ça, eh bien, tu vas tout droit. Si tu es comme ça, eh bien, tu vois, tu es dévié, voilà. Et sauf que pour les éléments, on aurait eu plein d'endroits possibles. Alors que pour l'électron et d'autres particules, eh bien, on les a en deux endroits. Que deux endroits. Seulement deux situations. Ce qui est vraiment bizarre. Et c'est un peu un des trucs voilà, qui fait partie de la physique quantique. Et c'est un peu, ça illustre encore une fois cette notion de quantification, d'où le nom de physique quantique. Genre, le nombre de positions, enfin, le nombre de choix possibles pour être là, est quantifié. Pour les aimants, non, ce n'est pas quantifié, ça pouvait prendre toutes les positions possibles sur cette ligne verticale. Mais pour l'électron ou le particule, non. Seulement deux endroits est possible et accessible. Et chacune a une chance d'être là ou là. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le pattern des particules quantiques. Ces particules qui, il y a des grandeurs qu'ils ont, mais qui ne peuvent pas prendre toutes les valeurs possibles. Ils prennent seulement certaines valeurs. Et ça c'est vraiment tous les particules quantiques ont cette propriété-là. Et c'est pour ça qu'on crée une physique qui les étudie, on va dire, leurs règles de jeu. On les analyse et on essaie d'utiliser les maths et les choses qu'on connaît pour décrire mieux ce système-là qui est bizarre. Et selon si on est précis ou pas, des fois on arrive à expliquer ce qui se passe, des fois non. Voilà. Et où je veux en venir, c'est que voilà, l'électron, en fait, on l'a associé une grandeur intrinsèque, une grandeur que lui il possède de base, mais qui justifie ça, quoi.
Donc, grâce à cette expression, en fait, à cause de cette expression-là, on a dû définir une chose que possède les particules qui s'appelle le spin. Et le spin peut être up ou down. Il y a deux valeurs possibles pour le spin. En tout cas, en une dimension. Et quand on n'est pas à une vitesse proche de la lumière. Et donc, bah voilà, l'électron, il peut être up ou down, tu vois. Et bah, du coup, si le premier est up, le deuxième est obligé d'être down, tu vois. C'est comme ici. En fait, au moment où... Non, je ne sais pas comment relier ça là. Mais voilà, ça c'est ce que Pauli a établi. Ça s'appelle le principe, le principe d'exclusion de Pauli. Il dit que... non, ça n'a rien à voir, excuse-moi. Ça viendra après. Mais voilà, pour un orbital S, il y a ça. On ne peut pas voir les autres orbitales. Ça, c'est le chapitre 6 on verra ça. Là, on est au chapitre 12, 13, je ne sais pas où. Bref. Et voilà ce que je voulais dire. Et donc, revenons ici. Donc, voilà. Il y a plein de... On va dire, s'il n'y a que des électrons dans mon système, eh bien, il y aura plein d'électrons qui auront cette énergie-là, mais qui ne seront pas dans le même état. Et quand je dis état, en fait, ce n'est pas vraiment que spin. Hein. L'état, en fait, c'est un électron, il peut être dans l'état up, avoir comme énergie 20 joules, avoir comme impulsion 30 kg mètres par seconde carré, avoir, c'est abusé, hein, j'invente bien sûr, avoir comme position, on va dire, attendez, on va dire 10 mètres, un photon. Bref, en tout cas, ça c'est un état donné de l'électron. Il peut être dans tous ces deux trucs-là en même temps. Ou bien il peut être dans un état up toujours, hein, avoir une énergie de 20 joules, avoir une impulsion de 30 kg mètres par seconde. Par contre, avoir une distance ou bien une position de 30, ou bien on va dire 10 mètres. Voilà. Ça, c'est deux électrons. Ils ont les mêmes grandeurs, hein, mais juste à cause de ça là, eh bien, ils ne sont pas dans le même état. Et c'est ça que je pense qu'on voulait dire par là. Il y a grande chance que ce soit ça qu'on voulait dire par là. C'est pas que les spins, parce qu'en fait, il n'y a que des deux spins. Donc, on peut dire qu'il n'y a que ici deux électrons possibles que tu peux avoir qui ont cette énergie-là. Il y a le up et le down. C'est possible aussi, hein. Mais bon. Mais voilà. En gros, on comprend que ici, le G te dit le nombre d'états qu'occupe le fermion. Ici, on parle de fermion. Le fait qu'il n'y a que des électrons, c'est un cas particulier. Mais ici, on ne parle que des fermions. Ça veut dire que tu peux avoir un électron et plein de particules, tu vois. Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, les particules, on va dire, ils ont plusieurs états possibles et plusieurs spins possibles. Et donc, voilà. Et ça c'est tous les états de tous les fermions qui ont cette énergie-là. On les met ici et on met le nombre d'états qu'il y a, qui ont cette énergie-là. Le nombre de configurations des fermions qui ont cette énergie-là. C'est comme quand tu as un dé. Okay. Un dé, bah, c'est un objet, on est d'accord. Et bah, le dé possède 6 états. Il y a 6 états que le dé peut occuper. Soit il peut être dans l'état 1, c'est-à-dire il n'y a que 1, dans l'état 2, dans l'état 3, dans l'état 4, 5 ou 6. Tu vois, il y a le dé possède 6 états possibles, selon ce que tu obtiens. Voilà, ça, c'est un peu ça. Et donc, le dé, on va dire s'il y a 2 dés, eh bien, il peut y avoir un dé qui est là, un autre dé qui est là. Tu vois, il n'y a pas... Voilà. Eh bien, dis-toi que dans le cas où les dés, il y a plein de dés, Dans le cas où il y a plein de dés, et voici leur état et tout, dans ce cas-ci, il y aura les dés qui auront... Enfin, on va dire que les dés ici, ils ont... il y a plein de dés et... Non, laisse tomber, je vais m'embrouiller avec ça. En tout cas, voilà. Ça, c'est toutes les configurations d'état que ont les particules, les fermions qu'on étudie. Et ça, c'est tous ceux qui ont cette énergie-là. Puis, il y a cette énergie-là, E1, G1,
E2, G2, E3, G3, etc. Voilà. Ça c'est toutes les valeurs. Ça, ce sont toutes les valeurs, on va dire, séparées, qu'on peut ranger. En gros, ici, on peut avoir 20, 21, 22, 23, 24, 25 joules, tu vois, des trucs comme ça. Et on met à chaque fois le nombre de dégénérations qu'il y a, qui représente le nombre d'états qui ont ce même énergie. Pour un état, il peut y avoir 10 milliards de dégénérescences, 10 milliards de cas possibles qui ont cette énergie-là, de cas possibles des particules, quoi. Bon, je pense que tu as compris l'idée. Voilà, et ça pour dire que y a en statistique, on va décrire les fermions par ce qu'on appelle la statistique de Fermi-Dirac. En gros, là, je dirais oralement, mais toi, tu peux prendre note hein, si tu as examen cette année, ou bien l'année où tu regardes la vidéo. En gros, pour utiliser les travaux de Fermi-Dirac, qui nous permettent de décrire les chances d'avoir certaines énergies, par exemple cela, eh bien, pour des... je bois de l'eau d'abord. Quand on parle, la bouche est sec. OK. Du coup, je disais, pour pouvoir utiliser la statistique de Fermi-Dirac, en fait, il faut des conditions. Il en faut 3. Il faut, que tu aies... Je prends une autre craie. Bien sûr, je profite, il y a des grandes craies. Il faut que de 1, tu aies un grand nombre de particules, de fermions. Il faut aussi que tu aies un grand nombre d'états, de micro-états, il me semble. Oui, non, un grand nombre d'états. Donc, état, c'est quoi? C'est le G ici. Il faut que sa valeur soit très grande. 10 pendant 3, non, 23. Si tu as comme valeur 5, en gros, 5 états qui ont cette énergie-là, c'est pas assez. Utiliser ça, c'est faux. On n'utilise que quand il y a un grand nombre de fermions, un grand nombre d'états, dans l'ordre des 10 pendant 23, par exemple. Et pour finir, il faut que le système dans lequel tu étudies soit isolé. Système. Ici, on parle de système, l'endroit où tu étudies la particule, je pense. Parce que le système peut être aussi une particule. Mais en tout cas, il faut que le système soit isolé. Dans le cas où c'est une particule, dans ce cas, il faut qu'il n'y ait que la particule et qu'il n'y ait pas d'échange d'énergie. Enfin, non, je pense qu'on parle juste de l'enceinte. Vu qu'ici, on est en thermodynamique, on parle vraiment de l'enceinte, où on étudie la particule. Du coup, il faut que le système, le lieu d'étude, ou le lieu que tu veux étudier, dans lequel il y a là où les particules que tu veux étudier, il faut que le système soit isolé. C'est quoi isolé? Ça veut dire que pas d'échange de matière et pas d'échange d'énergie. En gros, l'énergie ne peut pas sortir et revenir, ou bien de la matière ne peut pas rentrer et sortir. Comme ça, on est sûr de décrire tout ce qui est, rien ne sera perdu, rien ne sera ajouté. Voilà. Si tu réunis ces 3 conditions-là, alors tu peux bénéficier, profiter, on va dire, de ce que Fermi-Dirac a mis en place, qui est quoi? Qui est la probabilité d'avoir une énergie donnée, EJ. Okay, ici, c'est E0, 1, 2, 3, 4. EJ, pour généraliser, pour tout J, bien sûr, égale à 1 jusqu'à le nombre d'énergies distinguables. Du coup, la probabilité d'avoir l'énergie, EJ, bien sûr, selon Fermi-Dirac, dans ces hypothèses, c'est quoi? C'est le nombre de quoi encore? Ça, c'est le nombre de dégénérations. Ça, c'est le nombre de quoi encore? Je ne sais pas. Non, j'ai pas noté ça. Non, j'ai pas noté. Non. Ah dommage. Ah voilà. Bon,
ChatGPT va nous aider. Hein. Non, j'ai pas noté. C'est dommage. C'est le N. Veut dire quoi encore, le N? Je sais pas. Le nombre de... je sais pas. De particules, peut-être? Sur le nombre de générations, c'est probable. Dans les statistiques de Fermi-Dirac, c'est quoi le NI de la formule? On dit que la probabilité selon Fermi-Dirac, c'est quoi? C'est NI sur GI, où GI, c'est la dégénérescence. Du coup, c'est quoi le NI? On va voir ce qu'il répond. En tout cas, c'est le NI et c'est égal à quoi? C'est une des démonstrations les plus longues du cours. Elle est égale à 1 sur l'exponentielle de quoi? J'oublie la formule. Je sais qu'il y a de l'énergie dans l'exposé là. EI, l'énergie qui nous intéresse, moins le potentiel électrique, non, le potentiel chimique, sur KBT. Voilà. C'est quoi le potentiel chimique? Je ne sais pas ce que c'est. Sûrement, c'est l'énergie à laquelle on y est en équilibre thermodynamique. C'est possible. Bon, voyons ce que ChatGPT nous réserve. Attendez, je mets la 4G. En tout cas, voilà. Ça, c'est ce que le Dirac a donné comme outil pour calculer la probabilité d'avoir certaines énergies, quoi. Le E0, le E1, le E2, voilà. Quand on était avec une particule, on utilisait l'équation de Schrödinger pour calculer les chances d'avoir telle énergie ou telle énergie. À la fois, l'opérateur hamiltonien, ses valeurs propres nous donnaient les différentes énergies que l'électron peut avoir, mais en résolvant l'équation de Schrödinger, on pouvait trouver les chances d'avoir ces différentes énergies-là. Pour cela, il fallait projeter la solution qu'on a trouvée dans la résolution de l'équation de Schrödinger. On le projette sur une des fonctions propres de l'opérateur hamiltonien. Et pour cela, voilà. Et chaque fonction propre contient des informations sur une valeur propre, qui est une valeur d'énergie. Ça sera normalement, la vidéo est déjà sortie. Tu peux la voir ici, je pense, qui explique un peu comment on trouve la probabilité d'avoir certaines grandeurs en connaissant les valeurs propres et les vecteurs propres d'un opérateur, et de même que c'est tout. Avec ça, là, tu peux voilà. Et de même que la fonction d'onde. Une fois que tu connais la fonction d'onde, le valeur propre de l'opérateur sur la fonction d'onde, et aussi les fonctions propres de la fonction d'onde de l'opérateur, tu peux trouver les chances d'avoir certaines valeurs que peut te donner. On va voir ça dans une vidéo. Ok. Tu parles de la statistique de Paul Dirac-Fermi, okay, des fermions. Électrons, protons, neutrons, etc. Ok, la formule que tu évoques est liée à la probabilité d'occurrence d'un état quantique. Du coup, ce n'est pas la probabilité d'avoir une énergie donnée. Ce sera la probabilité d'avoir une occurrence d'état. Je ne sais pas. On va voir. Du coup, le GI représente la dégénérescence du niveau d'énergie I. Okay, comme je l'ai dit, hein, c'est le nombre d'états qui ont cette même énergie, EI. Ok. Autrement dit, le nombre d'états quantiques différents ayant le même énergie. Okay, voilà. Exemple, plusieurs orientations du spin. Donc, je me suis trompé. Il se peut qu'il n'y ait que des électrons, mais par contre, leur spin peut être up, down, ou bien combinaison linéaire de ces deux-là. Il y a une infinité de combinaisons linéaires. Tu peux avoir ça, ça, ça. Tu vois, il y a une infinité de combinaisons linéaires. En tout cas, ça, c'est les deux vecteurs de base pour toutes les positions de spin que tu peux avoir pour la particule. Et donc, tu peux en avoir une infinité. Et le G0 représente le nombre d'états de spin qu'il y a pour l'électron qui ont cette énergie-là.
Mais à voir si, est-ce que c'est que le spin qu'on prend en compte ou bien tous les autres états, comme ce que je fais ici pour. Oh, dommage. Pour l'électron, j'avais dit qu'il y avait son énergie, sa position, son spin. Est-ce que c'est ce charabia-là ou pas? Bon, ce n'est pas trop le sujet. OK. Plusieurs configurations. Oh, OK, voilà, c'est ce que je disais. Il n'y a pas que le spin, hein, il y a aussi l'orbital, la forme de l'orbital. Deux électrons identiques peuvent avoir des orbitales différents. L'électron ici peut avoir une orbitale S, qui est une sphère, une orbitale en alter, orbitale, ça c'est P, orbitale, on va dire D. Tu vois, ces orbitales-là sont les lieux où on peut trouver l'électron dans l'espace. Ça forme des lieux où peut occuper l'électron, je pense. Ou bien ça forme enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il faudrait encore que je vois un peu ça en détail. Okay. Le nombre Ni représente le nombre de particules occupant ce niveau d'énergie. OK. Le nombre de particules. Ah, OK, j'ai compris. On va dire que, imaginons maintenant que, par hasard, hein, imaginons qu'on a une particule qui occupe cette énergie E0. Bah, le G0 ne veut pas dire que c'est. Il y a le G0 ne vaudra pas que 1. Il peut valoir 10, 20, 30 000, tu vois. Parce qu'en fait, un électron peut avoir plusieurs états, comme je l'ai dit. Hein. Déjà, il peut avoir plusieurs états de spin, une infinité, même s'il n'y a que deux principales, mais on peut faire des superpositions ou bien des combinaisons linéaires de ces deux-là. Il peut aussi avoir plusieurs formes d'orbitales et tout. En tout cas, un électron, il peut être dans plusieurs états possibles. Et donc, le nombre d'états que peut avoir une particule, parmi les dizaines qui ont cette énergie-là, le nombre d'états que peut avoir une particule, c'est le G0. Okay, et bien sûr, tu fais fois tous les nombres. En gros, le G0, enfin, le nombre de dégénérescences pour une particule, fais-le fois tous les autres particules. Enfin, ajuste-le aux autres. En gros, disons que le G0, c'est plusieurs G0. G01 plus G02. En gros, ça, c'est le nombre de états que peut occuper une particule donnée, qui est l'électron. Idem, ça c'est pour, par exemple, le proton, par exemple, imaginons. Voilà. Il y a plusieurs. Voilà. Et la somme de tout ça, c'est le G0 qui est ici. OK? Et voilà. C'est un peu logique. Ça, c'est plus grand que le nombre de particules. Du coup, Ni représente le nombre de particules occupant le niveau d'énergie I. Okay? Du coup, si on veut connaître le nombre de particules qui ont cette énergie E0 ou bien E3 ou E2, on utilise la loi de Fermi-Dirac, mais d'abord, on vérifie si les hypothèses sont conformes. C'est-à-dire, on a un grand nombre de fermions, un grand nombre de particules, un grand nombre d'états, en gros, un grand nombre de G, un grand nombre de dégénérescences, et pour finir, le système doit être isolé. À ce moment-là, on peut utiliser cette loi que Fermi-Dirac a proposée et a démontré. En gros, ça, il faut voir en quoi c'est quoi ça. En tout cas, ça, c'est la probabilité. Sa probabilité d'avoir un. Attendez, c'est quoi comment on appelle ça? Et comment on appelle le F là? Probabilité qu'un état. Attends. Probabilité qu'un état du niveau I soit occupé. Explique-moi un peu c'est quoi le F là? Il veut dire quoi? Je suis pas sûr de comprendre ce que veut dire le F. Ok, j'ai compris. En gros, ça là, le F là, c'est une valeur entre 0 et 1, bien sûr. C'est une probabilité. C'est la probabilité qu'un électron occupe l'énergie E0. Ok. On va prendre ce tableau-là pour continuer, je pense. Ou bien on va aller là. En gros, attendez, j'efface un peu. En gros, on a plusieurs particules. Ok. On va dire que dans un récipient, on a 10 exposants 23 particules. Okay, eh bien, le F ici de EI
pour une énergie EI donnée, eh bien, le F, c'est quoi? C'est la probabilité qu'il y ait la probabilité qu'il y ait une particule dans cette énergie-là. En gros, on va dire 20 joules. On peut avoir la probabilité qu'un électron soit et comme énergie 20 joules. Ok, je pense que c'est ça. Hein. D'un coup, j'ai compris, d'un coup, maintenant, j'hésite. Ok. Probabilité moyenne qu'un état d'énergie soit occupé par un fermion. Voilà, par une particule. Du coup, c'est la moyenne des probabilités, quoi. Bref, en gros, c'est la probabilité que un électron, un fermion, parmi ce qu'il y a dans le système, hein, parmi les 10 3 fermions qu'il y a, et ben le F là nous donne la probabilité que 1 parmi eux soit à une énergie donnée, EI, E0, E1, E2, E3. Le graphique, c'est quoi? Quand la température est égale à 0, ok, eh bien, bah, la probabilité, attends, ça, sa probabilité, elle va de 0 à 1. La probabilité que bah, ces énergies-là soient occupées, là, il y a quoi? Ici, il y a quoi? Il y a E0, E1 jusqu'à EN. Okay. Ça nous donne la probabilité qu'une particule occupe tel niveau d'énergie, tel niveau d'énergie, tel niveau d'énergie, tel niveau d'énergie. Et cette probabilité va évoluer en fonction de la température. On va dire que prenons une température quelconque. Eh bien, on peut avoir comme probabilité, comme fonction de probabilité ça. En gros, on a plus de chances d'avoir les fermions à un niveau d'énergie très bas que plutôt vers les niveaux d'énergie très hauts. Voilà, j'ai exagéré. C'est plutôt ça. Voilà. Alors, au plus l'énergie est grande, au plus c'est difficile d'avoir la particule dans ces énergies-là. C'est comme si tu avais, on va dire, un récipient dans lequel tu chauffes, on va dire. Enfin, non, dans lequel la température est fixe, on va dire. Eh bien, tu as plus de chances d'avoir les molécules dans l'énergie moyenne du récipient que plutôt une particule qui a la plus grande des énergies et la plus petite des énergies. Voilà. Tu as plus de chances d'avoir les molécules avec l'énergie moyenne du récipient que plutôt ceux qui sont à l'extrême. Et c'est comme la population. Tu as plus de chances d'avoir des gens moyens que plutôt des génies, tu vois. Genre, quand je dis les gens moyens, attention, ce n'est pas péjoratif. C'est juste les gens qui ont les. On va dire, tu vois, des gens qu'on appelle des génies. On est d'accord que dans notre société, tout le monde n'est pas un génie. Un génie, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment hors norme. C'est un Einstein. On n'est pas tous composés de Einstein dans ce monde. Ou bien enfin, en gros, c'est un exemple. Hein. À tout moment, je me trompe. Voilà. C'est un exemple hein, pour que tu comprennes où j'en veux venir. Ou bien, voilà, on va dire dans les sportifs de haut niveau, dans les sportifs, on va dire, tu as plus de chances d'avoir des gens qui font un chrono de 12 secondes que des gens qui font un chrono de, par exemple, 16 secondes ou 9 secondes 58, par exemple. Tu vois? Tu as plus de chances, si ça c'est le graphique de la probabilité, de la fonction qui donne la probabilité, on va dire, appelons-le f de x, eh bien, tu as plus de chances d'avoir des gens qui ont un chrono moyen que plutôt des gens qui ont des chronos extrêmes, faibles ou forts. Tu vois, la moyenne des gens, leur chrono est autour des 12 secondes. Tu vois, des hommes, je parle, des hommes. La moyenne des hommes, leur chrono est autour de 12 secondes. Que ce soit les amateurs ou les experts, la moyenne est de 12 secondes. J'en sais rien, je n'ai pas fait des études, c'est un exemple. Ou bien de 11, je ne sais pas, on va dire 11. 11, c'est probable. Ok? Voilà. C'est ça que je veux dire par là. En gros, là, on mesure. Du coup, ici, tu as plus de chances d'avoir des fermions qui sont dans l'énergie la plus basse que plutôt dans l'énergie la plus haute. Tu vois? On voit que ça diminue. Au plus, on monte en énergie. Enfin, en plus, on veut connaître la chance d'avoir ça dans les énergies hautes. Et pour rappel, hein, pour calculer la probabilité, il faut juste intégrer, hein, c'est l'air ici. Ça, c'est la probabilité d'avoir les fermions qui ont une énergie entre E1 et, par exemple, E3.
tu intègres ta fonction ici, EI, allant de E1 jusqu'à E3. DE, bien sûr. Ça, c'est, par exemple, si tu veux calculer la probabilité. Mais ça, c'est juste une fonction qui nous donne la distribution des chances d'avoir... c'est une fonction de probabilité et elle est utile pour quand on veut connaître la probabilité d'un endroit donné à un autre endroit, et bien on intègre. C'est ça qu'elle joue. C'est une fonction qui nous donne comment se comportent, on va dire, les énergies, les valeurs d'énergie que... En gros, tu vois, tu as plein de valeurs d'énergie possibles, accessibles. Et bien, genre, comment ça se répartit? Comment les énergies des... Imagine maintenant que tu peux calculer les énergies de tous les fermions qui composent un récipient. Eh bien, tu as pris les mesures. Eh bien, voici comment les mesures se répartissent. Il y a plus de mesures ici que plutôt ici. Bref, on ne va pas aller plus loin. Du coup, voici la loi de Dirac. C'est le nombre de particules, le nombre de fermions. Attention, ici, on a avec des fermions. Le nombre de fermions qu'il y a dans le récipient divisé par le nombre d'états par fermion. Non, pas par fermion. Le nombre d'états, en gros, le nombre d'états de tous les fermions. Genre, tu as NI fermions qui ont, par exemple, l'énergie EJ. Tu as, par exemple, tu as NI fermions qui ont comme énergie EJ. Et donc, le GI, c'est la somme de tous les... le GJ, c'est la somme de tous les états des NIJ particules. S'il y a 20 particules, eh bien, c'est la somme de tous les états. Tu vois, tu prends chaque particule a un nombre de données d'états possibles qui ont cette énergie-là. Et si tu sommes tous les états pour chaque particule, eh bien, tu obtiens GJ, pardon. Et voilà. Et pour avoir cette valeur-là, eh bien, en fait, ça là, ça nous donne quoi? Ça nous donne ça. En gros, on peut montrer que ça là, c'est égal à ça. Et pourquoi on fait ça? Parce que ici, il y a des grandeurs qui peuvent nous intéresser, comme la température, le potentiel chimique ou encore l'énergie. Voilà. Ça, c'est la loi de Dirac pour les fermions. Et c'est cette formule-là qu'on a utilisée dans le TP pour résoudre pas mal d'exercices. Là, je vois s'il n'y a pas un commentaire intéressant à faire encore, et puis je vais m'arrêter là. Non. Et du coup, ça, là, ça diminue selon si la température augmente. Si la température augmente, eh bien, on aura ça. On aura ça. En gros, au plus la température augmente, au plus, on aura plus de chances de peupler les grandes énergies. Tu vois, les grandes énergies ici, quand la température vaut 0, j'ai pas mis, hein. Par exemple, si la température vaut 0 Kelvin, le 0 absolu, eh bien, les chances d'avoir les particules vont aller là, et ça s'arrêter à mu. Okay, c'est de 1. On a 100% de chances d'avoir les particules ici. Et du coup, 0% de les avoir dans les énergies grandes. Ça, c'est quand T égale à 0 Kelvin. Par contre, quand T augmente, eh bien, on a cette courbe-là. Et on a plusieurs courbes, hein, mais il y a une courbe pour un T donné. Tu vois, chaque courbe correspond à une température donnée. C'est tout ce que je devais dire, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un truc urgent à dire comme ça, important, qui est... Voilà. C'est tout. Et oui, dernière chose quand même. C'était quand même important pour le TP. Et dommage qu'on ne verra pas la statistique de Bose-Einstein. C'est dommage. Et voilà. Dernière chose, puis je finirai par là. Dans le TP, on a parlé d'un exercice où on disait que faut-il pour qu'un conducteur soit... Non, pour un matériau soit conducteur. Eh bien, il faudrait que ce matériau-là, il ait plein d'électrons dans la couche de conduction. On sait qu'il y a la couche fondamentale, la couche de valence, mais il y a aussi la couche de conduction, là où les électrons peuvent partir facilement. Tu as un atome ici, ok? Un atome qui compose un métal. Et tu as des orbitales, si on suit le modèle de Bohr. Eh bien, l'avant-dernière couche, on appelle la couche de valence. Couche
de valence. Et la dernière couche, c'est la couche de conduction. OK? Selon en fait, ça dépend de l'énergie. Si l'électron est ici, eh bien, il faudra beaucoup d'énergie pour qu'elle va là. Tu vois? En gros, pour un atome donné, eh bien, les chances d'avoir... En gros, ici, tu as le mu. Là, tu as l'énergie qu'il faut. Là, tu as l'énergie qu'il faut à l'atome pour que l'électron puisse arriver ici. Pour que l'électron puisse aller de là à là, il faut de l'énergie. Là, il y a un gap d'énergie, okay, qu'on appelle G, ou non, on appelle delta. Là, pour arriver à cette couche, là dans les orbitales, il faut que tu aies une énergie qu'on appelle EC, qui est l'énergie de conduction. Ce n'est pas EC pour l'énergie cinétique, mais c'est EC pour énergie de conduction. Ici, tu as quoi? On appelle ça EV, ça, car pour arriver ici, il faut que tu aies l'énergie pour arriver dans la couche de valence. Il y a une énergie donnée. Okay? Seuls les électrons qui ont cette énergie-là peuvent être ici. Idem pour là. Et du coup, pour une température donnée, vu que ce sont des électrons, donc on peut les décrire avec la distribution de Dirac, qu'on appelle la statistique de Dirac. On peut le décrire comme ça. En gros, la courbe, c'est ça. Hein. On fait la courbe de Dirac ici. Et on sait que, en fait, pour une température donnée, on a une courbe comme ça, tu vois. Il se trouve que pour les non-métaux, non, pour les matériaux isolants, leur énergie de... Enfin, je vais faire les deux graphes. OK. Ça, c'est le... Je prends mon cahier. Qu'est-ce que je veux dire? OK. OK. Je ne sais pas si on le voit. Pour une température donnée, vu que ce sont des électrons, ils ont cette courbe-là. Ils ont la même courbe. Okay, et la courbe, elle dit quoi? L'air en dessous de la courbe te donne la quantité de probabilité que tu peux avoir. En gros, la valeur de la probabilité d'avoir la particule dans cette énergie-là. Là. Ça, c'est pour les isolants. Comme on peut le voir, il y a plus de chances d'avoir les atomes dans la couche de valence que plutôt de la couche de conduction, là où les électrons peuvent se libérer et laisser passer l'électricité, enfin faire passer les électrons qui créent de l'électricité. Tu vois, ça c'est la couche de conduction. Et on voit que pour arriver ici comme énergie, pour être de la couche de conduction, c'est très faible. Tu vois que là c'est la probabilité, là c'est 1, et là on descend, on est dans les 0,001% d'avoir un électron qui atteint ici, tu vois. C'est possible, hein, mais la chance est très faible. Parce qu'en fait, pour les atomes qui composent les matériaux isolants, eh bien, leur énergie pour arriver à la couche de conduction, eh bien, elle est élevée. Et du coup, pour une température donnée, eh bien, c'est difficile. On a très peu de chance d'avoir des électrons dans cette couche-là. Au plus tu as des électrons dans cette couche-là, au plus le matériau va conduire l'électricité. Okay, tout comme le cuivre. Voilà. Et du coup, mais par contre, pour les matériaux conducteurs, eh bien, leur énergie de conduction, elle est ici. Tu vois que là, c'est vraiment... Là, elle est ici. Genre, il y a quand même une bonne partie de chance de l'avoir ici. On va dire 0,5%. 0,5%. Tu vois, il y a une grande chance d'avoir les électrons dans cette énergie-là. Et donc, vu qu'il y a une grande chance de les avoir dans cette énergie EC-là, donc il y a une grande chance de les avoir dans cette couche-là. OK? Je rappelle, pour être dans une couche donnée, il faut avoir son énergie.
Et du coup, vu qu'ils ont une grande chance d'avoir l'énergie qu'il faut avoir pour être dans ces couches-là, eh bien, on a une grande chance de les avoir ici, et donc une grande chance que les électrons soient ici. Et donc, vu qu'ils sont ici, ils peuvent conduire l'électricité. Ils peuvent laisser passer l'électricité, ils peuvent partir, revenir, partir, tu vois. Et ça fait qu'il y ait un mouvement d'électrons qui fait que quand il y a une quand il y a une différence, quand il y a une différence de potentiel, eh bien, les électrons, ils vont comme ça, ils avancent. Et ça crée ce qu'on appelle l'électricité, on va dire, de manière théorique. Parce que dans la vraie vie, ce qui fait allumer ta lampe, ce n'est pas le mouvement des électrons. Hein. C'est plutôt l'onde électromagnétique que crée ta source, quoi. Et voilà. Du coup, les conducteurs, eux, leur avantage, c'est que leur énergie, pour être dans la couche de conducteur, les électrons ont plus de chances d'être dans cette énergie-là que plutôt les isolants. Et le gap d'énergie, c'est la distance entre l'énergie de conduction et de valence. Ici, elle est grande, on voit qu'elle est grande, et ici, elle est petite. Tu vois ? C'est souvent important de calculer ça parce que ça caractérise un matériau. Au plus le gap d'énergie est petit entre l'énergie de valence et de conduction, au plus elle est conducteur, et au plus elle est élevée, au plus elle est isolante. Et en fait, c'est juste ce gap-là. Si l'énergie peut être là à là, si le gap est énorme, eh bien, on a très, très peu de chances que l'électron va ici et va ici pour une température donnée. Par contre, si le gap est petit, eh bien pour une température donnée, on a plus de chances de voir ici. C'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas fini, hein, mais en fait, je devais encore parler de la statistique de Bose-Einstein pour les bosons. En gros, c'est un peu la même idée que ce qu'a fait Dirac ici. Ce qu'a fait Fermi-Dirac ici, Paul Fermi-Dirac, il a établi une loi de probabilité pour nous donner, pour qu'on connaisse les chances qu'on a pour qu'un fermion, parmi plusieurs fermions, un fermion occupe une énergie donnée. Une énergie, quoi. Une valeur d'énergie donnée. Et du coup, on calcule la probabilité d'avoir cette énergie-là avec cette formule-là. En tout cas, on calcule la densité de probabilité pour que le fermion soit à cette énergie-là. Et bien Bose-Einstein, eux, ils ont fait la même chose, mais pour les bosons. Et on voit qu'on n'a pas les mêmes courbes et tout, et on n'a pas le même truc. Je voudrais parler de tout ce qui était exclusion de Pauli, les principes d'exclusion de Pauli, avec le fait que, d'abord, on place les électrons au niveau le plus bas d'énergie. Ça, c'est tout le temps. Mais surtout, que le fait qu'en fait, un électron, deux électrons qui ont le même état peuvent être dans la même couche. Il faut que, quand il y a deux électrons dans la même couche, entre deux particules identiques, deux fermions identiques, il faut qu'ils aient des états différents. Lui d'être up et lui d'être down, obligé. Sinon, les deux ne peuvent pas être dans la même couche. Sinon, en fait, leur fonction de probabilité, non, leur fonction d'onde seront antisymétriques. Et donc, la somme des deux vont s'annuler et on aura 0% de chance de les avoir, en fait. Et c'est pour ça que il énonce ce principe-là. Quand tu as une couche donnée, eh bien, les électrons qui seront dans la couche, ils seront dans des états différents. En tout cas, si ce sont des particules identiques, vu qu'ici, on remplit les orbites des atomes par des électrons, eh bien, les particules identiques ici qu'on considère sont des électrons. Et donc, voilà. En fait, j'aurais dû parler de ça. Enfin, ça faisait partie du TP, mais je n'ai pas le temps. Et du coup, voilà. Et ça explique un peu pourquoi on a beaucoup de chances d'avoir l'électron. Enfin, beaucoup de chances d'avoir. Enfin, beaucoup de chances que l'électron ait cette énergie-là que plutôt ces énergies-là. Ça explique grandement pourquoi. Et voilà. Et c'est tout. Et pour les bosons, en fait, tu vas voir que là, tu vois, ça diminue. Et pour les bosons, crois-moi, c'est ça. Voilà, c'est très petit. Hein. Parce que eux,
le même boson peut être de la même couche, dans le même niveau d'énergie. Je parle de couche parce que couche correspond au niveau d'énergie. Tu vois, c'est un cas particulier. En général, dans des énergies, c'est juste les énergies que ces particules-là peuvent avoir, quoi. On ne peut pas avoir deux particules identiques, deux fermions identiques, deux fermions de même état dans la même énergie. Il faut que l'un soit de spin up, down, ou bien de spin combiné, ou bien d'autres trucs qui diffèrent, quoi. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour sûrement un autre sujet. Voilà. Voilà, c'est tout.